second-hand trader of memories of traumas, of sweet and pure sensation, past mistakes. Bonjour Pierre, merci de répondre aux questions des membres du site On nous cache tout. Ils ont beaucoup de questions en fait sur Blaze Masters. Ils se disent mais c'est pas possible, comme dans son livre. Alors expliquez-moi qui est le site On nous cache tout, parce que si vous mettez ça sur internet, tout le monde va se demander quel est ce site. Donc en fait c'est un site où on parle de tout ce qui passe pas à la télé en fait. Oui. Tous les sujets dont on parle pas, qui sont cachés, on essaie de chercher, fouiller au fond des choses, derrière ce que disent les médias en fait. D'accord. Et vous êtes vraiment dans le centre avec vos informations, parce que tout ce que vous dites, ça passe pas à la télé, c'est caché, c'est secret. Et on aime bien comme ça fouiller, chercher les vérités, les théories. D'accord, je vois. Donc Blaze Master, c'est vraiment au centre de nos préoccupations, parce que on se dit que voilà, comme vous le dites dans votre livre, tous les prix des matières premières augmentent en fait. Et on se demande où est-ce que ça va s'arrêter, et on s'inquiète tous, parce qu'on est tous... Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai donné ce livre à l'imprimeur le 5 janvier de cette année. Donc, et dans lequel, donc, je crois que le dernier chapitre, en fait, j'annonce une augmentation massive des prix, au point que cela amènera une révolution, lorsque les gens ne pourront plus remplir leur caddie comme avant. Et c'est clair que 6 mois plus tard, nous sommes en train d'observer exactement de manière, une convergence globale et internationale au niveau de la hausse des prix des matières premières, de tout, on a déjà constaté une hausse des prix en magasin qui est de l'ordre de 10% à peu près depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui en fait. D'ailleurs sur mon blog il y a l'un de nos lecteurs qui s'est amusé en fait à relever les prix de tout ce qu'il achetait depuis le mois de janvier au Monoprix. Donc, et on voit qu'il y a une augmentation globale de 10% sur tout ce qu'on achète, je ne vais pas dire quotidiennement, mais chaque semaine. Et donc c'est effectivement, Blaze Masters est au centre, enfin elle n'est pas la seule, parce qu'il y a Goldman Sachs également, et d'autres, mais c'est elle la plus grande, puisqu'elle a 1800 personnes à peu près à sa disposition pour acheter les matières premières un peu partout dans le monde. Et donc elle se sert dans notre assiette. Les banques prennent leur part avant même que nous puissions acheter ou faire nos courses. On est dans une situation absolument surréaliste. On est dans une situation pré-révolutionnaire en fait. Et on est exactement en 1788, tout simplement. Et vous pensez qu'on peut faire comme les révolutions arabes, que ça peut se lancer en France, parce qu'on voit que les gens ils osent pas trop, ils sont piégés par les crédits à rembourser, ils ont besoin d'aller travailler. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire comme en Égypte ou en Tunisie, se révolter contre la hausse des prix en fait? Vous savez, quand j'ai fini ce livre, justement, je parlais des révolutions qui commençaient dans ces pays, et je vous rappelle qu'elles ont commencé à cause de la hausse des matières premières. La grande différence entre la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et tous ces pays, c'est simplement leur salaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel est le salaire moyen en Algérie ou au Maroc, mais on va dire les 300 euros ou 400 euros, peu importe. Ce qui est quand même une grande différence entre la France où le salaire minimum est, je crois, de 1200 ou 1300 euros brut. D'accord ? Mais pour acheter le sucre, pour acheter le café, pour acheter la farine, ils payent exactement le même prix que nous. Donc, mais eux, ils sont tout de suite touchés. La matière première leur prend tout de suite 50%, 50% de leur salaire. Donc nous, on va y arriver lorsque effectivement les gens ne pourront plus faire leurs courses, tout simplement. Ça, ce sera quelque chose de radical. Beaucoup de gens défaitistes qui se disent que ça va finir à la Mad Max. On va se bouffer entre nous, on va prendre les armes et puis on va se battre pour du pétrole. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire quelque chose de constructif et pas tout casser, tout détruire? Vous savez, il n'y a jamais eu de révolution sans qu'il y ait un casse, un peu ou beaucoup. Les Français sont quand même mieux placés que quiconque sur cette planète pour savoir ce qu'est une révolution. Et je rappelle quand même que la révolution française a commencé par une crise financière, exactement comme celle-ci, et surtout parce que les Parisiens ne pouvaient plus acheter de pain. Il n'y avait plus de pain. Le prix de la farine avait littéralement explosé. Et ce sont des femmes qui se sont fait agresser par
par des boulangers, etc., parce qu'elle voulait avoir du pain. Et c'est pour ça que ça a commencé. Il y a eu dans Paris, il y a eu plusieurs agressions, et ça a dégénéré. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, ils disent que toutes ces crises, en fait, ça a provoqué un nouvel ordre mondial, ça va être l'excuse pour proposer l'antidote, en fait. Ce serait une sorte de dictature déguisée, on n'aurait plus aucune liberté. Je me demande si c'est déjà arrivé, là, on est déjà dans un nouvel ordre mondial, ou si ça va encore empirer, ça va être à la grecque, en fait, pour le monde entier. D'abord, le nouvel ordre mondial, enfin, je veux dire, les politiques en parlent depuis quand même une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus. J'ai des souvenirs de déclarations de George Bush père, qui parle de nouvel ordre mondial. À l'époque, la crise n'était pas à l'ordre du jour. Sincèrement, la crise financière telle qu'elle s'est déroulée, je pense que même Blight Masters ne pouvait imaginer une seule seconde les effets pervers que ces produits allaient créer. Donc, vous savez, moi j'appelle ça la théorie Cocteau. Puisqu'on ne sait pas comment ça marche, feignant d'en être les organisateurs. C'est une phrase de Cocteau, c'est tout à fait ça. On peut toujours coller 25 000 théories sur tout. C'est clair qu'on va vers un fascisme digital. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une baisse des libertés individuelles. C'est vrai qu'il y a une concentration de la presse qui est absolument effrayante, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre et surtout en France. Aujourd'hui, il est impossible d'écrire dans les journaux ce qu'on écrivait nous en tant que journalistes il y a 15 ans ou 20 ans. Il y a eu clairement une coupure très nette là-dessus. On voit l'implémentation de cartes d'identité informatiques, biométriques, etc., qui fonctionnent d'ailleurs, qui convergent avec le système bancaire. Ça, je l'avais annoncé dans 777. Donc on voit bien que ce que la banque a mis en place va servir effectivement aux différents gouvernements pour l'identification des gens. Mon sentiment, c'est que effectivement aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un nouvel ordre mondial ou pas, parce que déjà en 1914 on parlait de nouvel ordre mondial, et après la Première Guerre mondiale on parlait d'un nouvel ordre mondial, on voit ce que ça a donné. Les nouveaux ordres mondiaux sont fluctuants et variables, suivant les époques. Je pense que c'est simplement quelque chose que des politiques en fait, et surtout ceux qui mènent la danse, c'est-à-dire l'Amérique. On a toujours dit que c'est l'Amérique le gendarme du monde, donc c'est surtout le nouvel ordre mondial des États-Unis et de personne d'autre. La France n'a pas vocation, d'ailleurs elle a même abandonné l'Afrique, donc on l'a vu. Voilà, donc l'ordre nouveau mondial, c'est tous les 20 ans ça change, ça évolue, etc. Cela dit, c'est clair qu'aujourd'hui, ce sont les banques, ce sont les grands établissements financiers bancaires qui mènent la danse. Et on voit aujourd'hui, alors pas plus tard qu'il y a 2 jours, Obama a donné un grand dîner pour les gestionnaires de hedge funds, et on a retrouvé tous les plus grands gestionnaires de hedge funds américains, où le prix de l'assiette était, je crois, de $35 000. Donc c'était pour participer au dîner. Donc c'était le minimum syndical à offrir à Monsieur Obama. Donc on voit bien que Obama veut se reposer sur Wall Street pour essayer de remporter les élections de 2012. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais toujours est-il que tout ceci colle assez bien à ce que j'ai énoncé dans le livre 777, puisque là on aura à peu près effectivement, enfin au texte de Jean du moins, on aura une dizaine d'élections qui vont tomber au même moment, en 2012. Donc c'est intéressant. Et clairement, tous ces gouvernements vont vouloir asservir le peuple. Quand je dis asservir le peuple, c'est prendre l'argent du peuple. C'est prendre l'argent de nos impôts pour le refiler aux banques. Parce que, comme vous l'avez vu au cours de cette crise, quand les banques gagnent de l'argent, ça va à leur profit privé, mais quand elles perdent de l'argent, tout de suite, on se retourne vers le contribuable et on prend l'argent du contribuable pour compenser les pertes. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Nouriel Roubini, c'est d'autres, c'est George Soros, c'est les plus grands, le plus grand analyste financier qu'on ait sur dans le monde anglo-saxon. Il y a quelque chose qui est fondamentalement immoral en ce moment. Et mon sentiment, c'est qu'effectivement, c'est soit on tombe dans l'esclavage le plus grand, le plus total, digital, etc., soit les peuples se révoltent avant. Et je suis pas le seul à le dire. Soral a sorti un excellent bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire. Et
que ce soit lui avec son livre ou moi avec 777, on a pris des chemins totalement différents, mais on est arrivé exactement à la même conclusion. Vous l'avez dans celui-ci, dans 777. Donc, nouvel ordre mondial, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est surtout un nouvel ordre mondial financier. Ça, c'est clair. C'est surtout ça qu'il faut voir. Nicolas Sarkozy, il est là pour 5 ans. Après lui, il y aura quoi? Il y en aura un autre. C'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Black Master Cell, elle n'a pas besoin d'être élue. Hein, ça fait 30 ans, 20 ans, plus de 20 ans qu'elle est à la JP Morgan et qu'elle tisse sa toile. Elle n'a pas besoin d'être élue. Elle n'a pas besoin de passer par devant un choix démocratique du peuple, etc. Et pourtant, la puissance de Black Masters est beaucoup plus importante que celle de Sarkozy et de Gordon Brown réunis. C'est pas rien. C'est pas rien, ça. La montée, en fait, avec la crise, tous les partis extrémistes et nationalistes, par exemple, avec les petits partis, il y a Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut être présidente en 2012? Il y a beaucoup de gens qui voient en elle une alternative sérieuse. Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen? Est-ce que c'est faire quelque chose contre la crise? Marine Le Pen, de tous les candidats, c'est la seule à proposer un retour au standard or. Or, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous avez vu aux États-Unis ces derniers temps? Vous l'avez vu sur le blog. Vous avez à peu près, je crois, 5 ou 6 États déjà, dont le Michigan, qui ont voté les textes législatifs qui leur permettent de passer au standard or. La Virginie va le faire. La Virginie n'est pas un État anodin. Hein, la Virginie, c'est là où il y a la NSA. Vous êtes en Blue Cache Tube, là vous avez la National Security Agency, et vous avez tous les fonctionnaires de la NSA qui habitent en Virginie. Virginie, c'est pas loin de Washington. Si la Virginie et tous ces États ont décidé de revenir au standard or, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui vous avez des États où vous pouvez payer vos hamburgers avec des pièces Kennedy qui datent de 62 et qui sont en argent. D'ailleurs, vous avez même des affiches, je pense que vous les avez vues. Hein, si vous payez votre hamburger avec une pièce d'argent 1962, je ne sais plus quelle année, c'est 50% moins cher. Donc c'est quand même, ça vous montre bien qu'il y a un sérieux problème. Qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que la souveraineté d'un État, on va revenir au standard or. Et donc la souveraineté, en fait, techniquement, d'une monnaie, puisque le dollar est en train de s'effondrer. Ça aussi, vous l'avez vu. Hein, et Marine Le Pen, il se trouve que c'est la seule aujourd'hui, enfin de tous les candidats. Je suis même étonné que vous ne parliez pas de Nicolas Dupont-Aignan, parce que vous m'avez envoyé les questions, et vous me posez des questions à propos de Marine Le Pen, mais j'ai également reçu Nicolas Dupont-Aignan. Vous ne me posez pas de questions sur Nicolas Dupont-Aignan, c'est intéressant. Donc savoir si je suis d'accord avec les idées de Marine Le Pen, je ne suis pas spécialement, en tout cas en ce qui concerne son retour au standard or, oui, 100%, ça c'est clair. Hein, alors, et qu'on ne se serve pas parce que certains petits malins vont, ça sera bien entendu de mauvaise foi, mais je suis à 100% effectivement derrière le standard or. Si la France revient au standard or, non seulement ça annihile, si vous voulez, on vous dit qu'on va revenir à l'inflation, etc. C'est des conneries. Regardez, il suffit de regarder l'histoire. La République de Venise a tenu 600 ans. 600 ans avec le standard or. Ils n'ont pas bougé. Avec le ducat. C'est quand même quelque chose de très important. C'est ce qu'a dit James Turk. Je veux dire, avec une pièce d'or à Rome, vous pouvez vous acheter une très belle toge. Aujourd'hui, avec une pièce, avec un Napoléon, vous pouvez vous acheter un costume de la même façon. Il n'y a pas l'or ne bouge pas. Il n'y a pas d'inflation avec l'or. Il y a un autre professeur qui a fait quelque chose de très intéressant. C'est le prix des esclaves. C'est le professeur Kenneth Kitchen de l'université de Liverpool qui a fait une étude absolument remarquable sur